Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. La guerre en Ukraine éclipsée par les heurts, par la tentative de révolte en Iran, mais cette nouvelle crise ne chasse pas l'autre. Nous allons justement lier les deux, car depuis 2 semaines et l'explosion d'une crise économique en Iran, Washington menace le régime iranien et Moscou observe particulièrement silencieux. Aucun commentaire officiel de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, ou de Maria Zakharova, sa porte-parole, n'a été publié depuis le 1er janvier 2026, spécifiquement sur la crise actuelle en Iran. L'un ou l'autre pourrait apporter un commentaire sous peu, mais en tout cas, la Russie maintient sa ligne classique face aux contestations internes dans les pays alliés. Pour en parler, je reçois Raphaël Auclair, enseignante et co-auteure de l'essai Poutine, Lord of War. Bonjour, Raphaël Auclair. Merci d'avoir encore une fois répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Alors question, Raphaël Auclair, la situation actuelle en Iran est-elle une menace par la Russie ? Les détracteurs de Vladimir Poutine disent souvent, régulièrement, c'est un peu la rengaine dans les médias dominants. Après la Syrie de Bachar el-Assad, le Venezuela de Maduro il y a quelques jours, maintenant l'Iran. Donc les détracteurs de la Russie estiment que le Kremlin perd du terrain. Vrai ou faux, selon vous ? À l'évidence, des alliés du Kremlin ont vacillé. Je pense qu'il faut le voir dans un paysage plus général de recomposition du monde, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, au Proche-Orient. Et effectivement, des alliés proches de Poutine sont tombés. Et je vois pour l'instant dans le Kremlin, dans l'attitude du Kremlin, une posture plutôt attentiste et un peu fataliste de voir que, de ne pas maintenir à tout prix leurs alliés, d'une part parce qu'ils sont quand même accaparés par le théâtre ukrainien, et d'autre part parce qu'il doit y avoir une sorte de fatalisme et de voir que si ces régimes doivent tomber, ils les laissent tomber et ensuite ils vont traiter avec les successeurs, comme ça a été le cas déjà pour la Syrie. La Russie perd du terrain d'un côté, en gagne de l'autre, diriez-vous ? Ailleurs ? On pourrait dire un petit peu familièrement qu'elle a plusieurs fers au feu, un petit peu comme dans la diplomatie de tous les pays. Effectivement, il y a des priorités. Pour la Russie, la grosse priorité essentielle, c'est la relation avec la Chine, dans une logique de renforcement mutuel. La Russie par la fourniture d'approvisionnement énergétique à la Chine. Et la Chine, dans son soutien, que ce soit international ou dans les relations commerciales qu'elles entretiennent. Après, il y a évidemment le théâtre ukrainien qui est très important et un autre théâtre dont j'ai eu déjà l'occasion de parler qui est très important et qui est aussi un petit peu comme un volcan dont on sent un petit peu les premières secousses, c'est le Caucase, le Sud-Caucase et l'Asie centrale où, comme on le sait, avec l'accord qui a été passé cet été avec le président Trump. L'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors, Azerbaïdjan, le 8 août dernier, qui scellait un accord, un accord de paix entre les vieux ennemis, les frères ennemis, pas vraiment frères, mais les ennemis historiques, Azerbaïdjan et Arménie. Scellé en même temps cet accord et en même temps tout un programme qui s'appelle le pont de Trump, Trump's Bridge, qui est un acronyme pour un programme de développement sous l'égide américaine, pour transférer toutes les ressources du Sud-Caucase et d'Asie centrale. Donc on voit que les États-Unis sont extrêmement actifs dans cette zone. C'est très peu... je travaille moi-même sur cette question. C'est une question extrêmement importante. Notamment, d'ailleurs, les États-Unis ont réuni au mois de novembre à Washington un sommet de C5+1. Donc C5, ce sont les principaux pays d'Asie centrale, plus un, c'est les États-Unis, et ils sont en train d'organiser tout un programme régional de coopération qui est très important. Et bien évidemment, pour revenir à votre question, la Russie suit cela de très près, et Vladimir Poutine lui-même a effectué un grand nombre de déplacements récents en Asie centrale et ne veut pas perdre la main. Donc vous voyez, vous parlez de l'Iran, mais il y a énormément de questions. Donc je pense que dans une attitude assez utilitariste, l'attitude de Poutine, c'est d'agir là où il peut. Donc par exemple, dans son flanc sud, l'Asie centrale, de maintenir dans la mesure du possible les liens historiques avec ces pays qui ont eux-mêmes
une diplomatie, comme on dit, multivectorielle. Encore une fois, grossièrement, on pourrait dire qu'ils mangent un peu à tous les râteliers. Donc, ils négocient des accords avec les Américains quand ça les arrange, avec les Russes quand ça les arrange. Donc voilà, donc il se passe, voilà, on a l'impression que voilà, d'une certaine manière, on met le projecteur sur l'Iran, on se dit ah bah tiens, les Russes ne disent rien, mais les Russes s'agitent sur plein d'autres sujets, donc Asie centrale, Ukraine, Pacifique, et eh bien, ma perception des choses, c'est que là où ils ne peuvent pas agir et où de toute évidence, un régime complètement autoritaire et qui a complètement dépassé toutes les bornes admissibles est en train de s'effondrer, ils le laissent s'effondrer et puis ils verront après qui leur succédera. Alors, vous évoquez l'action russe sur son flanc sud. Évidemment, il y a des intérêts économiques évidents. Le corridor nord-sud qui a précédé le projet de Donald Trump, que nous voyons ici en carte. En janvier 2025, Poutine et Pezeshkian, donc, qui dirigent l'Iran, ont signé un traité de partenariat stratégique global avec une collaboration pétrolière, gazière et nucléaire civile, soulignons-le, mais aussi une coopération militaire. Alors, bien sûr, l'Iran a fourni des drones Shahed à la Russie, qui ont été adaptés par l'armée russe, qui sont devenus les drones Géranium. Les pays, la Russie et l'Iran, se sont engagés à ne pas aider un agresseur en cas d'attaque contre l'un d'eux, mais sans obligation d'intervention militaire réciproque. J'avais envie de vous demander, même en lisant ces lignes, est-ce qu'une intervention en fait russe en cas de déstabilisation de l'Iran serait envisageable, même si évidemment aux dernières nouvelles, les liaisons téléphoniques internationales semblaient se rétablir dans la nuit, ce qui pourrait laisser penser à la fin de la contestation. Mais un effort supplémentaire de la part de la Russie dans toute cette région, l'Iran et plus globalement dans la région. On sait que la Russie est intervenue en Arménie, enfin dans le Haut-Karabakh. Est-elle possible? À mon avis, pas du tout. Déjà, on peut simplement regarder un peu dans le rétroviseur. On voit que lorsque les États-Unis ont frappé l'Iran cet été, l'Israël a frappé l'Iran cet été, eh bien, les Russes se sont abstenus de toute intervention. Donc on peut se dire qu'en répétant la même situation, la Russie ne va pas intervenir. Tout d'abord, pour la raison que j'ai évoquée précédemment, c'est qu'ils sont eux-mêmes absorbés sur tous les dossiers que j'ai évoqués et évidemment, avant tout, sur le front ukrainien. Et d'autre part, d'une certaine manière, je pense que lors des échanges que Vladimir Poutine a eus avec Donald Trump, l'Iran, évidemment, faisait partie des points importants à aborder. Et de toute évidence, c'est une zone, disons, qui est prise en charge par les États-Unis, puisque c'est les États-Unis qui proposent d'aider, qui sont là pour venir, soi-disant, au secours de la population iranienne qui veut renverser son gouvernement. Donc, de toute évidence, les États-Unis, ce seront eux qui sont un peu sur les starting blocks, qui sont prêts à intervenir. Et la Russie n'a ni intérêt pour ne pas se disperser, ni la nécessité de le faire, puisque les États-Unis sont là. Alors, vous avez évoqué Donald Trump, qui, à bien des égards, semble maître du jeu dans la zone. Vous avez écrit récemment un article le qualifiant de viking. Nous allons revenir là-dessus, parce qu'il est amusant, mais il n'est pas seulement amusant. Il y a quand même des choses à relever dans cette analogie avec un chef viking. Mais revenons sur la séquence qui s'est passée entre le Noël, fin décembre, et il y a quelques jours, entre Donald Trump, Vladimir Poutine, les Européens et évidemment Volodymyr Zelensky. Je rembobine. Fin décembre, Trump a assuré qu'un accord de paix était, je cite, ficelé à 95%. Il a dit ça le 29 décembre. Mais les accusations russes d'une attaque de drone contre la résidence de Vladimir Poutine dans la nuit donc du 29 au 30 décembre, puis la déclaration d'intention le 6 janvier d'un déploiement de troupes britanniques et françaises en Ukraine en cas de paix, et enfin le tir d'un missile Oreshnik 48 heures plus tard, d'un missile russe Oreshnik sur Lvov, a évidemment éloigné une résolution pacifique rapide du conflit ukrainien. Qu'en dites-vous, Raphaël Auclair, de cet enchaînement de nouvelles à 48 heures chacune, l'une de l'autre? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc effectivement, il y a ce premier lecture que vous évoquez qui est au niveau des événements. Et donc on voit effectivement qu'il y a un pas en avant, deux pas en arrière, hein, donc soi-disant un accord de paix, mais finalement c'est toujours le même disons qu'on remet sur la table la même feuille de papier où on rature un petit peu. On se rappelle des 28 points de Trump qui sont devenus ensuite 20, etc. Donc on rature, on le reprend. Bon, c'est un petit peu
une manière c'est un peu un prétexte de maintenir le dialogue d'une certaine manière pour avoir une base de négociation. Mais finalement, le problème n'est pas là. Attendez, pour vous, c'est un prétexte. Ce sont des arguments qui sont renvoyés les uns aux autres, mais finalement, cela ne change rien. D'ailleurs, on peut faire référence aux paroles de Donald Trump lorsqu'il a, dans son discours aux Nations Unies, le 23 septembre dernier, où il évoquait d'ailleurs ce genre de document, parce qu'il dit oui, l'ONU, si tel gouvernement se comporte mal, vous allez faire une lettre. Mais tout ça, ce ne sont que des mots, et moi je ne crois qu'à l'action. Et là, je crois que ces paroles de Trump résument extrêmement bien son état d'esprit, d'ailleurs son état d'esprit viking, on en reparlera, parce que lui, il est dans l'action. Donc effectivement, c'est une manière de maintenir un semblant de négociation, mais finalement, c'est pas là que les choses se passent. C'est de l'ordre, en fait, dans diplomatie, de ce qu'on appelle la gesticulation, qui est importante, qui a son rôle, parce qu'il faut bien que sur la scène, il se passe quelque chose, que pendant que la guerre se poursuit, les négociations se poursuivent pour occuper les diplomates. Mais finalement, ce n'est pas vraiment ce qui est en jeu. Évidemment, ce qui est en jeu, ce qui est très important, c'est l'avancée, c'est le rapport de force militaire. On a bien compris que de toute façon, la diplomatie était impuissante à régler ce problème, que c'est une question de rapport de force et que ce sera finalement le gagnant, le vainqueur sur le front, sur le terrain, qui va emporter la guerre. Et on sait que pour l'instant, c'est quand même la Russie qui a l'avantage. Et comme on sait que c'est une guerre d'attrition et de stock et de celui qui tiendra le plus longtemps, a priori, on peut penser que c'est la Russie qui a l'avantage dans ce conflit. Donc il y a eu le problème avec alors que l'accord était presque atteint, la frappe sur la résidence de Poutine. Et hier, le 12 janvier, le ministère de la Défense a annoncé, littéralement parce qu'on s'en doutait, mais ce n'était pas formulé de manière explicite, que cette frappe sur l'usine d'aviation de Lvov était précisément en représailles de l'attaque contre la résidence de Poutine. Donc, et pas en réaction aux annonces occidentales des garanties de sécurité et de troupes qui pourraient être déployées. Pour vous, c'était plus une conséquence précisément d'eux pour plutôt ça. qu'un avertissement. Oui, de toute façon, ils avaient annoncé. Ils avaient dit, de toute façon, ce coup ne restera pas impuni. Donc c'est précisément en réponse à ça. Bon, en ce qui concerne, encore une fois, le processus de négociation, l'annonce qui n'est plus du tout fracassante, puisque c'est toujours la même d'une réunion de la coalition des volontaires. Moi, les appelle la coalition des velléitaires, parce que finalement, ça ne mène jamais à rien, tout ce qui ressort de leur... Attendez, alors Raphaël Leclerc, oui. Je vous interromps justement, parce que pour que tout soit clair pour nos auditeurs, je voudrais revenir sur les propositions d'Emmanuel Macron et de Keir Starmer, justement sur cette coalition de volontaires. Vous choisirez le qualificatif que vous voudrez, mais revenons sur les propositions de l'un et de l'autre. La frappe de missiles hypersoniques Oreshnik sur une usine de drones à Lvov le 8 janvier a-t-elle rappelé aux Occidentaux la réalité ? L'avant-veille, 35 pays signaient une déclaration de soutien à Kiev, un plan prévoyant le déploiement d'une force multinationale après un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Si la France et la Grande-Bretagne piloteraient le dispositif, ce sont les Américains qui seraient chargés du contrôle de toute violation. Si l'on en croit l'Élysée, l'implication américaine serait une avancée majeure. Emmanuel Macron a indiqué que la France participerait à la régénération de l'armée ukrainienne et déploierait plusieurs milliers d'hommes, loin du front toutefois. Selon plusieurs sources, les effectifs français pourraient atteindre entre 6 et 8 000 militaires. Donc pour vous, ce projet, Raphaël Leclerc, est davantage un projet de velléitaire, dites-vous ? Absolument. Et puis, franchement, pour proposer ça, il faut vraiment n'avoir rien compris à l'espèce, au problème de cette guerre en Ukraine, puisque précisément la militarisation de l'Ukraine est l'origine du conflit. Pourquoi les Russes ont envahi l'Ukraine ? C'est précisément parce que l'OTAN a armé l'Ukraine pendant des années. La principale revendication des Russes, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est que l'Ukraine soit neutre, qu'elle ne soit ni côté OTAN, ni côté russe. Ils voudraient une Ukraine neutre, non pas une Ukraine avec des bases de l'OTAN qui puissent les viser. Alors, je fais une toute petite parenthèse, un petit peu avec recul historique. Pourquoi est-ce que la guerre froide a été résolue, a pu avancer justement dans ce genre de négociation ? Parce que
justement, l'objet des négociations pendant la guerre froide, c'était l'Allemagne. Donc, on avait fait une partition, on avait fait Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, donc tout allait bien. Et donc, on a pu, d'une certaine manière, trouver un compromis. Mais dans cette configuration, vous aviez encore tout le glacis soviétique, dont l'Ukraine, etc., des pays de l'Est qui restaient à l'Est. Donc, d'une certaine manière, la Russie avait encore son glacis. Sauf que là, elle n'a plus de glacis. C'est-à-dire que la partie ukrainienne est littéralement... du côté OTAN, c'est une évidence. Donc, la seule, en fait, qu'est-ce que fait finalement la Russie en occupant les régions de l'Est? C'est avoir un glacis. Elle veut avoir un semblant de glacis, une zone alors qu'elle a annexé, dont elle a déclaré que ces régions appartenaient à la Russie, mais c'est parce qu'elle a besoin d'un glacis. Elle ne veut pas avoir de contact immédiat, de ligne de front directe militaire et militarisée entre la Russie et l'OTAN. Donc, c'est le problème de glacis. Et c'est pour ça que les négociations ne peuvent pas aboutir. Et encore une fois, cette proposition de la coalition des velléitaires est complètement nulle et non avenue, puisque ce qu'ils proposent, c'est à nouveau de militariser l'Ukraine. Alors, les Russes ont un petit peu, ils voulaient un peu être bonne patte, ils ont proposé que si on veut mettre des forces de maintien de la paix, ce soit des forces qui ne soient pas OTAN, donc ça reste, par exemple, des forces de maintien de la paix. Stricto sensu de maintien de la paix. Voilà, mais là, qui avec soient des troupes françaises et britanniques de l'ONU, de par facto exemple, du côté de l'Ukraine, on n'est pas face à une force de maintien de la paix, c'est ce que vous dites. On est une force... Si ce serait une force de maintien de la paix, mais étant donné qu'elle est... ça une force de réassurance, c'est pas une force de maintien de la paix. Ce serait le cas, mais le problème, c'est que disons que les Russes doutent de l'impartialité de cette force. Alors, il y a quelques années, je ne sais pas si ça existe toujours, je sais qu'il y avait des forces de maintien de la paix Shaolin. À un moment, les Chinois avaient créé ça. Donc peut-être que si c'était des casques bleus Shaolin, comme avaient les Chinois à une époque, peut-être que quelque chose comme ça serait acceptable pour les Russes. Mais bon, soyons plus sérieux. Voilà, l'idée pour les Russes, c'est vraiment d'avoir une Ukraine neutre. Voilà. Donc toute situation, proposition, alternative, autre, qui consiste, par exemple, comme cela a été proposé par les Européens, à mettre en place à nouveau des militaires otaniens, donc programmés, missionnés OTAN, c'est inacceptable pour les Russes. Et donc le problème devra se résoudre par la force, comme le dit le Kremlin ? Oui, ça résoudra par la force, oui. Emmanuel Macron a pourtant réitéré, je le cite, « On est en train de réorganiser une prise de contact pour les prochaines semaines », a-t-il dit, donc, évoquant un dialogue le plus vite possible. Même si, dans un premier temps, il faut, encore une fois selon lui, continuer de soutenir l'Ukraine. De son côté, le Kremlin a indiqué être prêt au dialogue. Oui, mais dans ces conditions que j'ai résumées, c'est précisément un dialogue de sourds, puisque la revendication principale d'Ukraine neutre n'est absolument pas entendue par les Européens. Vous pensez que la Russie peut aller loin ? C'est-à-dire ? Géographiquement. Vous voulez dire s'étendre au-delà de l'Ukraine ? Ouais. Mais jamais de la vie. Non, pardon. Avancer en direction de, je ne sais pas, Odessa. Odessa est très importante pour les Russes. Et d'ailleurs, il y a aussi un élément qui est à prendre en compte. Beaucoup de gens considèrent Poutine comme un va-t-en-guerre et un agressif, mais il faut bien que nos auditeurs aient conscience que Poutine, en comparaison d'autres franges de l'opinion ou de franges de la société russe, certains militaires, etc., il est extrêmement prudent. Et notamment, il y a des franges qui exigent l'annexion d'Odessa. Alors, il faut dire aussi que les frappes sur Odessa, je le sais parce que j'ai eu des confirmations d'habitants d'Odessa, se sont excessivement accentuées ces derniers temps. Odessa est en grande difficulté. Alors, il y a deux causes possibles, selon moi. La première, effectivement, ça pourrait être ce que vous suggérez, c'est-à-dire que il y a une intention qui se confirme de la Russie de mettre la main sur Odessa. Une autre, qui est le fait qu'il y a eu un changement de maire récemment. Le maire précédent était assez pro-russe, donc il était quand même, il avait une attitude qui était pas, il n'était pas aligné dans la verticale du pouvoir de Kiev, si j'ose dire. Il avait quand même une certaine marge de manœuvre par rapport à Kiev. Et ce maire a été remplacé par un maire, vraiment, on pourrait dire, aux ordres de Kiev. Et cela pourrait aussi expliquer les bombardements plus intensifs sur Odessa actuellement.
Donald Trump, lui, il a partagé le 8 janvier sur son réseau Truth Social un article du New York Post. Donc il a seulement partagé l'article en question, mais l'article en question estime que l'Ukraine n'avait pas tiré de drone sur la résidence de Vladimir Poutine que vous avez évoqué et que Moscou, Dixit, ne voulait pas la paix. Trump a envoyé visiblement un message. Il a peut-être, selon certains commentateurs, rétropédalé vis-à-vis du Kremlin. Est-ce qu'il y a encore une fois une mésentente, une incompréhension, une exaspération de Donald Trump face à la Russie? Il ne faut pas écouter Donald Trump. Il ne faut pas écouter ce qu'il dit, parce que ça fait partie de son jeu d'une certaine manière, de dire une chose, de dire une autre. C'est normal, ça fait partie d'une certaine manière de son... C'était un showman, hein, donc il avait fait ça toute sa vie, et il fait le show en permanence pour ses spectateurs, pour son public, mais ce n'est pas une raison pour l'écouter. Il ne faut pas regarder ce qu'il dit, il faut regarder ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est que, de toute évidence, il essaie d'une part, on en reparlera, mais évidemment de se concentrer sur les États-Unis, sur les États-Unis et le continent américain en général. Et concernant le dossier en Ukraine, c'est vraiment une situation négociée, un échange d'intérêts. On avait parlé des fois, d'ailleurs, il a été question d'une proposition russe lors du dernier mandat de Trump, d'échanger, disons, l'influence russe au Venezuela contre l'influence américaine en Ukraine. Donc, moi, je vois l'attitude de Trump par rapport à la Russie comme des arrangements de convenance, par exemple ce qui s'appelle, les Américains disent swap arrangements, c'est-à-dire du troc. En fait, voilà. Il fait du troc avec les Russes, donc sur des dossiers, sur des territoires, sur des questions précises, ils s'arrangent, ils font du troc. Voilà, c'est ce qui en dit peut-être long sur le monde qui se dessine entre plusieurs grandes puissances, avec seulement l'axe Moscou-Pékin qui est à peu près en mesure d'équilibrer l'influence américaine s'il reste allié. Oui. Vous avez donc écrit un article, Raphaël Auclair, publié dans Le Diplomate, où vous qualifiez Donald Trump de viking. Oui, absolument. Un viking, ça négocie pas trop de cette manière-là. Ah si, ça fait peut-être un peu de troc, quand même, entre deux raids. Absolument. Alors, dans cet article, qui est paru le 9 janvier, je me suis plongée donc sur l'archétype du viking, parce que donc Jacques Le Goff, qui était un grand historien, considérait pour sa part que le Moyen Âge a produit les racines de notre époque. Donc les racines à la fois éthiques, culturelles, politiques. Donc il considérait que en étudiant les modèles, si l'on pourrait dire, du Moyen Âge, on pourrait comprendre mieux les attitudes. Et j'ai appliqué son approche pour Donald Trump, parce qu'en le regardant, je me suis dit qu'en regardant sa façon d'agir, etc., comme ça, intuitivement, il m'a semblé qu'il y avait une petite ressemblance avec les Vikings. Alors ceci dit, une petite parenthèse amusante, lors de la première élection de Donald Trump, il y avait un généalogiste russe qui a trouvé une parenté entre Donald Trump et Rurik, qui était le fondateur de l'État russe. Il a fait les croisements, etc. Alors bon, je ne sais pas si c'est vrai au niveau... Donc à 10 siècles... bon. Oui, alors ce serait vraiment ce qui s'appelle une ironie de l'histoire, pourquoi pas, mais bon, on va pas... peu importe, j'ai envie de dire, mais si on veut être dans l'analyse politique, pourquoi est-ce que Trump ressemble à un viking? Alors, il y a plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, ce qui est frappant, c'est cette tactique du raid éclair, qui était vraiment typique des Vikings. C'est exactement ce qui s'est passé à Caracas, mais c'est du viking pur. C'est exactement leur façon c'est-à-dire une intervention millimétrée, parfois d'ailleurs aidée d'agents infiltrés locaux, qui étaient à la solde des Vikings, qui étaient payés pour savoir exactement, par exemple, quand ils attaquaient une église, ils savaient, quand ils arrivaient, ils savaient déjà tout. Ils savaient où était le trésor de l'église, etc. Ce qui faisait que les gens étaient surpris souvent au pire moment, puisqu'ils avaient les infos, ils savaient à quel moment les gens pouvaient être à une fête, pouvaient dormir, pouvaient être occupés au champ ou peu importe. Donc ils attaquaient au moment où la vigilance des gens était la plus basse. Ils arrivaient silencieusement, très rapidement, donc bon, avec des bateaux, mais là en l'occurrence c'était un hélicoptère.
Et en fait, ce qui se passait, c'est que le temps que les gens aient le temps de comprendre ce qui se passait, ils avaient disparu. Et c'est ce qui s'est passé avec Maduro. Maduro n'a rien compris à ce qui s'est passé. Il n'a même pas eu le temps de dire ouf, qu'il était déjà dans l'hélicoptère, menotté, en train de boire sa bouteille d'eau. Oui, enfin même durant son premier mandat, donc quand il a éliminé le général iranien Soleimani, quand il a bombardé pendant quelques jours l'Iran, on a bien compris que les ingérences sont éclaires avec lui. Voilà, c'est exactement une nouvelle vision. C'est la technique, c'est la tactique viking de base. D'autre part, effectivement, autre point commun avec les Vikings, Donald Trump est absolument fanat des bateaux. Et on l'a vu d'ailleurs puisqu'il a annoncé le lancement d'une nouvelle série, les Trump USS Class, Trump Class. Voilà. Donc ça, c'est typique. Comme dit le grand spécialiste des Vikings qui s'appelle Régis Boyer, le Viking, c'est son bateau. C'est à la fois sa maison, son moyen de transport. Autant les chevaliers, ou les Mongols d'ailleurs, c'est le cheval. Eux, c'est le cheval, c'est toute leur vie. Autant les Vikings, c'est le bateau. C'est tout ce qui, c'est à la fois leur mode de vie, leur moyen de s'enrichir. Et donc justement, vous parliez du commerce, pardon. Et bien précisément, les Vikings sont des grands commerçants, c'était des grands marchands. D'ailleurs, ils avaient un réseau, ils commerçaient avec tout le monde, avec les Arabes, avec l'Occident, et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils partaient pour conquérir le monde. Donc, et c'est évidemment le cas de Trump. Jusqu'au Groenland, évidemment. Jusqu'au Groenland, justement. Et donc, Trump, avec son The Art of the Deal, l'art de la négociation, et vraiment, toute sa vie, a montré que c'était un grand marchand, un grand négociateur. Et enfin, dernière caractéristique des Vikings, c'est le pillage. Et bon, je crois qu'il n'y a pas besoin d'illustration, mais si on voit ce qui se passe au Venezuela, on a un bon exemple quand même de captation des richesses. Donc des pillages, des raids éclairs et quand même un peu de commerce pour vous. C'est évidemment la meilleure analogie pour expliquer la politique internationale de Donald Trump. Donc le Viking. Raphaël Leclerc, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous êtes co-auteur de l'essai Poutine, Lord of War. Merci encore Raphaël Leclerc. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Choc du Monde. Surtout, n'oubliez pas de le commenter et de le partager. Merci à tous et bonne soirée.